Je ne suis pas un roc, je suis un fleuve, parce que je bouge, géographiquement, mais aussi intérieurement. Nina Berberova. Chapitre 5. Le cahier de Sonia Tiaguin. Le monde est divisé, et peut-être ne peut-on rien contre cela. Il ne nous reste qu'à être divisé aussi pour trouver en cela, finalement, l'harmonie désirée. Tel que je suis maintenant, je ne fais que compliquer les choses. Ma seule existence complique tout le système, complique l'univers, alors qu'il est beau peut-être. Je l'ignore. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cherché à vivre en harmonie avec lui. Il y a une dizaine d'années, j'ai pris une décision qui, à l'époque, m'est apparue comme un salut, et même si cela n'a pas été tout à fait le cas, je me félicite de m'y être tenue. En considérant de près l'histoire du monde, celle des mouvements spirituels et de la chaîne de l'évolution des idées, j'ai décidé d'accomplir, dans la mesure du possible, le même chemin. On pourrait le figurer de la façon suivante. Imaginons une chaîne de hautes montagnes, les Alpes ou l'Himalaya. Chaque sommet est l'une des idées conductrices de l'humanité. Je chemine de sommet en sommet. Je m'installe pour ainsi dire à 2000 mètres d'altitude et c'est de là que je fais mon départ dans la vie. C'est ma hauteur initiale. Je fais un pas, d'un sommet à l'autre, puis au troisième, au quatrième, sans jamais descendre dessous de 2000 mètres. Tantôt je monte à 5000, tantôt je redescends à 3000. Il m'arrive d'atteindre des altitudes comme 6000 ou 7000, ensuite je reviens à 4000. Je vis toujours dans les hauteurs. Je respire l'air de là-haut. Je parcours le chemin du monde sur le plan spirituel. Je fais mien le cheminement de la pensée humaine. Je suis son cours. Ce travail m'a pris des années. Il n'y a qu'aujourd'hui que j'en vois le bout. Je suis partie des sources de la spiritualité du monde, du livre des mutations chinois, de l'Orient et des prophètes, et je suis arrivée à la Renaissance, à la Réforme, au XVIIIe, au XIXe et à notre époque, en passant par la Grèce, Rome, le Nouveau Testament, Alexandrie et le Moyen-Âge. J'ai vieilli, je me suis enrichie avec le monde. Son histoire a été ma vie. Je ne veux pas dire que j'ai lu tout ce qui a jamais été écrit dans les domaines de l'histoire de la philosophie, de l'histoire des religions, ainsi que 25 siècles de poésie. Une vie humaine n'y aurait pas suffi. Mais m'étant engagée sur ce chemin, je n'en ai plus dévié. J'ai avancé sans regarder à gauche ni à droite. J'ai donné 10 ans de ma vie pour connaître les voies du monde et me les approprier. Mon calcul a été juste. Je n'en ai pas douté un instant. Et je n'en doute toujours pas. Mais c'est un calcul. La faculté a représenté tout pour moi. La licence et la soutenance de la thèse m'ont apporté non seulement une victoire, mais aussi une véritable et grande joie, une des rares que j'ai jamais éprouvées. Mon travail sur Xénophon, ma thèse sur Philippe de Macédoine, tout cela m'a porté à travers les siècles, m'obligeant à comprendre la marche et la grandeur de ce en quoi je désirais me fondre. L'essentiel n'était pas seulement de connaître et d'étudier, l'essentiel était de se soumettre intérieurement aux influences, aux courants profonds que le monde avait suivis pendant des millénaires, refléter cette évolution, assimiler les changements, comprendre sa marche, ses métamorphoses, ses chutes et son ascension. À certains moments, la philosophie et la littérature, l'art et la sociologie m'ont captivé avec une force presque égale. Tous les ferments spirituels du monde, tout ce qui le faisait avancer, toutes les forces créatrices, je les intériorisais pour suivre sa courbe. Oui, c'est le mot juste. Je voulais que la courbe de mon évolution et celle de l'évolution du monde coïncident. On me dira, une vie humaine ne suffit pas à étudier le monde comme j'en avais envie. J'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis imposé des limites. Je me suis tenue à l'essentiel. Je me suis intéressée en premier lieu aux idées et aux hommes porteurs de ces idées. Je voulais être semblable au monde, c'est-à-dire vivre les influences qu'il a vécues. Le monde avait un avantage sur moi. Il avait l'éternité devant lui. Moi, j'avais un avantage sur lui. J'avais une volonté. Pendant ce temps, mon père faisait des spéculations, s'enrichissait, se ruinait, ne dépensait pas un sou pour mes études. Je n'avais pas d'argent pour le métro, et, affamé mais toujours obsédé par mon idée, courais à pied à la faculté ou me plongeais dans les livres, et c'est tout juste si je me donnais la peine de me laver. Ma mère a maintes fois cherché à me convaincre d'apprendre à coudre ou à faire des poupées, ou encore à m'initier au métier de coiffeuse qu'elle considérait comme un des plus rentables. Dacha, ma sœur, n'a daigné m'adresser ni conseils ni reproches. Elle appartient à cette catégorie de gens qui ne s'intéressent à personne et qui, pour ne pas compliquer leurs relations avec les autres, se suffisent à eux-mêmes. Mais je suis peut-être injuste envers elle. Ma vie passée, boiteuse, ni trop honnête, ni trop pure. Mon objectif était devant moi, je ne l'ai jamais trahi. Quand mon père me donnait un peu d'argent, je lui étais reconnaissante. Je pouvais alors manger à ma faim.
J'essayais de faire en sorte que mon entretien coûte le moins possible à mes proches. Mais tout cela est du passé maintenant. Dans n'importe quelle ville de province française, je peux obtenir un poste de professeur d'histoire. Mais voici 1 an que je reste à Paris, allongée sur un canapé tantôt chez moi, tantôt chez quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, chez l'aide. J'y reste jusqu'à la tombée de la nuit. Sur le mur, Novalis et Bakounine, 2 vieilles connaissances. J'ai pensé à eux bien des fois dans le passé. À présent, les voilà unis sur ce mur aux couleurs bigarrées dans la chambre de l'aide. Il vaut mieux mourir comme Novalis que comme Bakounine. Mais il vaut mieux vivre comme Bakounine que comme Novalis. Je me lève, il fait presque nuit. Bientôt viendra le jour des adieux, mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui.